édition, la 6e édition, jour du 59e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville, est basée sur le principe du Front uni de libération nationale, unité de l'opposition pour le départ de Denis Sassou Nguesso, trouver ensemble un axe de travail qui nous permettra de libérer le Congo-Brazzaville de la dictature autour d'un dialogue inclusif, comme le disent certains, ou d'autres encore qui disent une seconde conférence nationale souveraine qui pourrait permettre de sortir le pays de ses lorgnets. Donc les Congolais sont donc encore endormis, ils doivent se réveiller devant la médiocrité du bilan de plus de 20 ans de malgouvernance sans discontinuité de Denis Sassou Nguesso et doivent décider ensemble de ne plus l'accompagner dans ce gaspillage des potentialités humaines et matérielles du Congo-Brazzaville. L'heure de la concertation, c'est ça, l'ère de la concertation aujourd'hui a sonné. Donc nous marquons le départ d'un grand mouvement que nous espérons qui va mettre fin une bonne fois pour toutes à la dictature au Congo. Est-ce qu'ils auront l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir nous suivre lors de cette 6e édition qui réveille les consciences, en effet. La problématique que nous posons est de trouver comment, n'est-ce pas, être en mesure de sortir notre nation, le beau Congo, de la crise dictatoriale dans laquelle notre pays est empêtré depuis, disons-le clairement, 45 ans. Nous sommes en train de fêter le 59e anniversaire et nous pouvons diviser, n'est-ce pas, le mouvement politique de notre nation en deux. Il y a eu 15 ans de gouvernance civile qui nous ont produit un Congo prospère. Il y a eu 45 ans de gouvernance militaire qui ont entraîné le chaos. Et ces 45 ans, nous pouvons être à mesure de déterminer que celui qui aujourd'hui, après de 35 ans, a été depuis la base à la manœuvre avec, n'est-ce pas, ayant accompagné Marien Ngouabi pour prendre le pouvoir au civil, Alphonse Massamba Deba, celui-là qui est le plus grand président de notre nation. Et si vous voulez, à la place de dire pays de Marien, on devrait dire pays d'Alphonse Massamba Deba. Pourquoi? Parce qu'en 5 ans de gouvernance, il n'a pas touché au pétrole. Il a créé près de 86 unités de production qui ont entamé une industrialisation de notre pays. Et c'est grâce, n'est-ce pas, à cet homme politique, ce président, que plusieurs parmi nous, nous sommes ici en Europe parce qu'au travers de sa bonne gestion, Marien Ngouabi est arrivé et il a envoyé beaucoup de gens se former à l'Est et à l'Ouest. Donc nous savons aujourd'hui que le problème que nous avons dans notre pays, c'est que quand la gouvernance est entre les mains des soldats, rien ne marche. Parce que les soldats qui prennent le pouvoir, excusez-nous, Congolais, de le dire, ils n'ont pas la matière grise. Ils confondent l'ordre militaire, n'est-ce pas, au pouvoir politique. Et c'est pour cela que ces dirigeants-là s'appuient sur l'étranger, c'est-à-dire la France, et aussi quelques autres puissances internationales, comme la Russie, comme la Chine, n'est-ce pas, qui leur permettent de maintenir un État gendarme, un État policier, qui prive la liberté d'expression, la liberté d'activité, la liberté de penser dans notre nation. Aujourd'hui, cette crise est prémonitoire du chaos dans lequel personne ne pourra avoir la capacité de relever le pays si nous ne nous déterminions pas à changer les choses. Parce qu'en effet, les Occidentaux et les Orientaux aiment les pantins, n'est-ce pas, nos dirigeants qui dirigent comme des préfets d'outre-mer, soit pour la France, pour l'Amérique, pour la Russie, pour la Chine. Or, nous savons, nous tous, qu'une nation, qu'une république, n'est-ce pas, a une population souveraine. Nous sommes le Congo. Nous sommes souverains. Un chef d'État est au service de la souveraineté de notre nation. Parce que nous lui conférons
notre souveraineté pour qu'ils nous représentent dans la direction du pays. Et dans cette direction, normalement, nous tous, nous savons que l'homme est sacré. L'homme étant sacré, il faudrait œuvrer, n'est-ce pas, dans notre exécutif de n'importe quelle gouvernance, de telle sorte que la richesse naturelle du sol et du sous-sol et cette jeunesse que nous avons puisse contribuer au développement de notre pays. Alors, nous avons les preuves que cela n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement peut se réjouir d'avoir réussi, n'est-ce pas, à signer un contrat avec le FMI. Mais quel contrat? Pour près de 460 millions d'euros, ce qui est l'argent de poche du plus grand voleur de notre pays, à savoir Denis Christel, on ne peut pas se réjouir de cela. Or, il faudrait montrer une festivité pour prouver, n'est-ce pas, à l'international, que les choses marchent bien et que le président est aimé dans le pays et que les choses vont aller de mieux en mieux par rapport, n'est-ce pas, à la hausse du prix de pétrole. Or, nous savons que tout cela est de la fumée, n'est-ce pas, qu'on met sur nous. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps que nous prenions notre responsabilité en face de l'histoire de notre pays, que nous puissions être en mesure de canaliser toutes les divergences en une forme, n'est-ce pas, de convergence qui va entraîner les Congolais de se rassembler dans ce que nous proposons, une seconde conférence nationale souveraine, de telle sorte que nous puissions être en mesure de régler le problème congolais. Or, le problème congolais aura été posé par la conférence nationale souveraine que nous avions eue. Quel aura été le problème du Congo? C'est que les conférenciers se sont rendus compte qu'il fallait qu'il y ait une commission sur les assassinats, une commission sur l'exfiltration des masses financières et bancaires de notre pays et une commission sur les biens mal acquis. Donc nous avons pensé à la conférence nationale souveraine qu'il fallait que le pouvoir démocratique qui s'établirait dans notre pays puisse régler ces grandes questions-là. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'elles n'ont jamais été réglées. Pourquoi? Parce que le travail aura été fait par la gouvernance du président Pascal Lissouba et le délibéré n'a pas pu être, n'est-ce pas, mis à la disposition de tout le monde à cause de la guerre du 5 juin qui est intervenue. C'est justement à cause de ce délibéré que la guerre du 5 juin s'est intervenue, parce que la France, Elf Congo et le pouvoir actuel savaient que si le peuple congolais pouvait, n'est-ce pas, entrer en possession de la connaissance des résultats sur le travail juridique qui a été fait sur les assassinats, sur les biens mal acquis et sur l'exfiltration de nos masses financières, les Congolais comprendront d'où vient l'arnaque qui nous fasse croupir dans la misère exsangue. Donc pour nous, appeler tous les Congolais à se rassembler une fois de plus est d'abord une question de pouvoir régler, que notre pays lave cet affront-là, que notre pays sache d'où vient le mal congolais. Et nous voulons le faire, pas parce que nous sommes des subversifs. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de quelqu'un qui soit subversif et qui voudrait que le système dictatorial puisse changer. Pourquoi je le dis? C'est parce que la misère, elle est totale. Comment se fait-il? Prenons un exemple de notre éducation. Que nos enfants soient à 100, 200 dans une salle de classe qui n'a pas de toiture, qui n'a pas de banc, alors que nous sommes le producteur de bois par excellence en Afrique et donc deuxième au monde entier. Comment voudriez-vous que nous exportions du pétrole, nous exportions des minéraux, nous exportions le bois et que le panier de la ménagère soit maigre? Que nos hôpitaux deviennent des instruments de la mortalité? Comment voulez-vous qu'on dise qu'il y a la sécurité au pays alors qu'il y a des disparitions? Et on peut prendre l'exemple des disparus du beach. On peut prendre l'exemple aujourd'hui des arrestations arbitraires. On peut prendre les... Donc tout cela, nous devons affronter cela en appelant tous les Congolais, parce que le mal congolais est tellement profond qu'un exécutif, qu'une gouvernance ne peut plus régler cela. Parce que les conséquences de la malgouvernance ont atteint tous les Congolais. Conséquemment, comme c'est un système qu'il faudrait mettre hors d'état de nuire, c'est comme la colonisation.
À un certain moment donné, les pères de l'indépendance, même si nous l'appelons biaisé, nous la considérons ainsi, se sont levés pour dire non aux colons. Et ils ont combattu jusqu'à ce que, n'est-ce pas, nous puissions accéder à l'indépendance, même si elle est biaisée. Mais au moins appeler cela une indépendance politique. Aujourd'hui, c'est l'indépendance économique que nous devrions mettre devant nous pour réussir cela. Et comme cela a entraîné une oligarchie kleptocrate interne et externe, nous savons d'où vient le problème. Moi, personnellement, j'ai proposé au G20 qu'il fallait que nous puissions prendre un système très simple. Prendre une représentativité de la mouvance présidentielle, une représentativité de l'opposition et une représentativité de la société civile, réunir une troïka qui devrait descendre, monter ici à Bruxelles, au Parlement européen, et entamer une conférence pour l'abolition de la dictature, pour qu'on abolisse la dictature comme on a aboli l'esclavage. Ça peut paraître prétentieux, mais c'est la seule solution que nous avons. Parce que nous savons directement que nos dirigeants sont dirigés depuis l'Europe. Et donc, il faudrait que nous puissions les affronter et combattre ce combat-là. Maintenant, pour y parvenir, il faut d'abord que nous réglions, que nous organisions, que nous puissions mettre le Congo en état de stabilité populaire. C'est pour cela que nous conseillons aux Congolais, aux cadres congolais, aux leaders d'opinion, aux leaders politiques, aux leaders associatifs, que nous devrons regarder vers la réalisation de la 2e conférence nationale souveraine, qui n'est rien d'autre que le dialogue inclusif ou autre manière qu'on pourra prononcer, c'est tout simplement une 2e conférence nationale souveraine. À une différence près, un dialogue, que vous l'appelez inclusif ou que vous l'appelez comme vous le voulez, est tout d'abord un dialogue. Un dialogue est dicté par celui qui convoque le dialogue. Or, une conférence, dans sa consubstantialité, n'est pas, n'est-ce pas, dirigée par quelqu'un, mais par toutes les forces qui vont composer cette conférence. Et surtout, nous devons nous appuyer sur le fait que cette conférence doit être souveraine parce qu'au moment où cette conférence est reconnue comme étant souveraine, le pouvoir politique de la nation est entre les mains des conférenciers. Et si nous avons une bonne représentativité nationale, nous pensons que nous pourrons détailler tous les mots qu'il y a dans notre pays et nous trouverons nous tous la solution à ces mots pourvu que la population congolaise soit libérée de cette domination que nous avons. C'est cela la proposition que moi je présente en tant que rien du tout, n'est-ce pas? Mais que nous pensons que plusieurs leaders sont conscients que c'est cela la voie par excellence. Notre problème. La dernière des choses que je vais signaler, c'est que nous sommes la diaspora congolaise. Nous sommes partie intégrante de la République du Congo. Nous ne pouvons jamais accepter que nous soyons considérés comme des marginaux. C'est insensé. Parce que sur la terre tout entière, il y a toujours des diasporas. Même pour la France, même pour l'Amérique, la Chine, il y a toujours des diasporas. Donc faisant partie intégrante de la population congolaise, nous ne devons plus permettre que les choses se désagrègent sempiternellement. Nous devons saisir notre responsabilité devant l'opinion nationale et internationale et réaliser une unité politique qui sera comme la 3e force politique après la mouvance présidentielle, l'opposition politique pour sortir le pays de la crise. Et nous voulons normalement une force politique contributive, de telle sorte que nous puissions contribuer au développement, non du système dictatorial, mais plutôt au développement de notre population en mettant hors d'état de nuire le système dictatorial incarné par le dictateur Denis Sassou Nguesso et son clan qui a grandi de 450, aujourd'hui il se réclame être 1000. Donc c'est notre responsabilité et nous devons l'assumer en tant que Congolaises et Congolais. Je vous remercie. Qui commence ici aujourd'hui avec le public que nous sommes et nous savons qu'aujourd'hui avec la nouvelle technologie nous ne sommes pas que ça à suivre, à participer dans ce moment, dans ce grand moment, dans cette 6e édition pour unir en fait ce meeting de la diaspora congolaise ici à Paris. Donc nous allons continuer avec les intervenants. Nous avons donc maintenant appelé à la barre notre ami Marcel. Marcel, est-ce que tu peux venir prendre la parole? C'est complètement difficile.
dans ce sens que souvent, nous ne faisons pas attention aux forces qui sont en face de nous. Ces forces, notre cher intervenant de tout à l'heure l'a rappelé, ces forces-là, à mon avis, il faut intégrer d'autres dimensions dans l'analyse de ces forces-là. Vous savez, le philosophe et psychologue, psychanalyste Carl Jung, quand il analysait les déboires et les travers de Hitler dans ce qu'on appelle la psychologie des profondeurs, il ne s'arrêtait pas à tout ce qui est superficiel. Et cette grille de lecture, qui devrait être la nôtre aujourd'hui, car pour le reste, vous le connaissez, vous avez bien d'éléments pour l'apprécier. Mon collègue tout à l'heure intervenant l'a rappelé. C'est ce que Karl Marx appelait, quand on veut connaître un homme, il faut connaître l'homme par la pratique sociale. C'est connu. Ça, nous avons les éléments. Mais quant à la psychologie des profondeurs, pour savoir analyser le monde, qu'est-ce qui se cache derrière un individu comme Sassou, beaucoup s'arrêtent là. Car c'est un vœu pieux de pouvoir, comme disait Pic de la Mirandole, c'est une incarnation du démon, parce qu'il y a des hommes qui nous gouvernent, qui sont des incarnations du démon. Et ça a été démontré par l'histoire et par les faits. Alors, donc, il faut connaître les forces qui sont en face pour pouvoir dire, aujourd'hui, nous voulons, nous voulons, nous voulons, nous voulons. 45 ans, on l'a rappelé tout à l'heure, des dictatures. Et toute série de la République mortifère du Congo. 45 ans d'exécution des hommes et des femmes de ce pays. Par un clan, par un monsieur, dont la référence essentielle, c'est de se dire, après moi, personne ne peut diriger le Congo. Alors, donc, chers frères, la question fondamentale qui est posée pour moi, la négation de Sassou de l'humanité des autres Congolais me préoccupe. C'est pour ça la question du mal, je l'ai inscrit, parce que cette question du mal, elle est vaste, elle est difficile. Les anciens philosophes, les Platon, les Aristote, ont planché sur la question du mal. Les grands théologiens comme les Augustins et consorts. Et nous avons un homme qui s'appelle M. Sassou, mais qui est une incarnation du mal. Et qui met le Congo dans une situation complètement difficile. Alors, pour ceux qui appellent au dialogue, au vœu de tout ce qui peut être possible, moi je demanderai d'abord à ce que ces frères et ces femmes du Congo demandent d'abord ou cherchent à l'humaniser, à le refaire venir en tant qu'homme. Et comme l'homme a une dimension sacrée, j'espère que les autorités morales du Congo, pour la plupart, les évêques ont écrit des lettres, mais qui n'ont jamais réussi à convaincre Sassou de pouvoir s'asseoir avec les autres pour pouvoir dialoguer. Et donc la question est difficile et ça va au-delà. Et donc, moi j'ai voulu, dans un premier temps, faire observer cela. La deuxième chose, c'est que le Congo, à l'époque, s'est senti uni dans une vertu qu'on appelle le patriotisme. Cette vertu était fondamentale dans tous les événements que le Congo a connus. Les Congolais, à l'époque, après les indépendances, s'entendaient très bien, vivaient dans de bonnes conditions. Rappelez-vous du Festival des Arts Nègres à Dakar. Rappelez-vous des Jeux africains organisés par le Congo. D'où nos athlètes ont brillé de mille feux. Et les Congolais du nord, du sud, à l'est, à l'ouest, étaient heureux. Rappelez-vous à Dakar, l'orchestre Bantoulé, la capitale, a eu le premier prix du Festival de la musique.
Chikaya Ontamsi a reçu le premier prix de poésie. Et rappelez-vous, lors de la rencontre de football entre le Roi Pelé et l'équipe nationale du Congo, là encore, Pelé dira qu'en Afrique centrale, on connaît jouer au football. Sous l'instigation du président Massamba Deba, patriote d'ailleurs, il a envoyé une délégation à Kinshasa parce que le roi Pelé, Santos, ne voulait pas venir à Brazzaville. Il s'arrêtait seulement à Kinshasa et puis au Gabon. Massamba Deba envoie une délégation, Founou Moulele et bien d'autres pour dire à l'équipe de Santos de venir jouer à Brazzaville. C'est ce qui fut fait. Donc Pelé est venu et l'équipe nationale du Congo a affronté la légende du football mondial. Mais dans cet élan patriotique immense. Et on a rébelloté en 1972, en gagnant la Coupe d'Afrique des Nations en 1972, où nos internationaux brillaient, les Bamboula Bebato Sao, les Mbono Sorciers et bien d'autres. Et tout ça toujours dans l'élan patriotique. Et le président Ngwabi, à l'époque, c'est lui maintenant qui était aux affaires, a couronné l'équipe nationale de Diable Rouge. Et pour l'honneur, il a invité Bamboula Bebato Sao de venir manger avec lui à la présidence de la République. Donc autant d'éléments qui cristallisent que d'abord la question fondamentale c'est aimer le Congo. C'est l'amour du Congo d'abord. Si nous voulons aller dans l'unité, c'est d'abord l'amour du Congo. Nous avons en partage l'amour de ce pays. Ça c'est le préalable. Et deuxièmement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut humaniser ça. Ceux qui veulent le bien, que des autorités morales puissent se regrouper pour dire à ce monsieur que, en tout cas, l'homme est sacré, ne négligez pas, ne refusez pas à d'autres Congolais l'humanité, comme Hitler a fait pour les Juifs. Ça, on ne peut pas accepter ça. Et donc, c'est un deuxième préalable, c'est celui-là. Donc, bien d'accord pour les conférences nationales, pour ceci, pour cela, mais voyons le démon qui est en face. Je n'hésite pas d'utiliser les mots. Une fois humanisé, une fois revenu à l'homme, alors là, tous les Congolais, on peut s'asseoir pour dire aux uns aux autres que, effectivement, dialoguons, trouvons des solutions à nos problèmes. Parce que depuis plus de combien d'années, beaucoup de forces politiques n'ont fait que demander des dialogues. Des dialogues. On demande Sibiti, Dolizi, Oyo, je ne sais pas quel autre dialogue encore. Il faut. Ça n'a jamais réussi. Et il veut toujours être à la manœuvre. Et donc voilà, en gros, je vais dire que c'est un... J'utiliserai la phrase de Gandhi qui disait que ce n'est pas contre les méchants que j'ai peur pour notre pays, mais c'est le silence des hommes justes. Alors on ne peut pas accepter ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Déjà eu lieu, mais toujours pas de succès. Et c'est ce que j'ai pu retenir dans cette intervention. Et voilà, encore une fois, nous proposons une seconde conférence nationale souveraine. Je pense que là, il faut qu'on puisse comprendre aussi qu'aujourd'hui, c'est en s'unissant que nous allons créer une force. Et même si ça n'a pas marché avant, ça ne nous interdit pas de recommencer et puis de mettre les ingrédients qu'il faut pour que tout le monde puisse rejoindre cette cause, parce que c'est une cause noble, non seulement pour l'histoire du Congo-Brazzaville, mais d'une manière générale pour l'histoire de l'humanité d'une manière générale. Je le dirais comme ça parce que les regards sont fixés sur nous, les difficultés sont là, et donc c'est quelle capacité que nous avons à justement créer, à mettre les hommes qu'il faut dans ce dialogue pour permettre qu'on puisse aboutir à un résultat. Parce que vraiment, cette journée, c'est d'abord, nous cherchons du résultat. N'est-ce pas? Nous allons maintenant laisser la place à Pierre Waba
Loko qui va venir faire une intervention. Bonjour, chers amis. Je voudrais aussi dire bonjour aux Congolais, Congolaises et Congolais. Je remercie les organisateurs de ce moment que j'appellerais de démocratie vivante. Nous allons échanger sur la tenue de la seconde conférence nationale. Je vais vous donner mon point de vue. Mon intervention va aller simplement dans le sens du plaidoyer pour la tenue de la seconde conférence nationale souveraine. Pourquoi j'ai choisi de soutenir l'idée selon laquelle le Congo a besoin d'une seconde conférence nationale? Parce que je n'aime pas la violence. Elle n'épargne pas les innocents. Parce qu'elle détruit tout sous son passage. Elle empêche que le pays se développe. Le dialogue demeure, à mon sens, le témoignage de l'intelligence humaine. Ce n'est pas un renoncement à ses convictions, c'est une forme de sagesse politique. Soyons humbles et décomplexés quand nous portons une démarche comme celle-ci. La seconde conférence nationale souveraine, à l'image de celle qui s'est tenue à Brazzaville de février à juin 1981, s'appuiera aussi sur certaines erreurs commises par la suite. Elle permettra aux Congolais de s'asseoir pour échanger, trouver ensemble des solutions pour sortir ce pays de la crise dans laquelle le PCT l'a plongé. C'est eux les responsables, il faut bien les désigner. Cette seconde conférence, donnera l'occasion à cette jeunesse qui n'était pas présente à la conférence de 91 et qui a toujours été abusée par les tenants du pouvoir, bien entendu. Cette jeunesse, je voudrais qu'elle soit partie prenante de la seconde conférence nationale. Le moment est donc venu de dire à ce groupe d'incompétents, voleurs, de laisser le pays aux mains des gens responsables. Ce groupe a réussi à faire en sorte que tout soit détruit. On est incapable de ramener l'eau qu'on trouve dans le fleuve Congo. Et partout dans le pays, cette eau n'arrive pas dans les robinets. Les délestages électriques sont désormais partie du quotidien cauchemardesque des Congolais. Les hôpitaux, enfin, je ne ferai pas tout le détail parce que tout a été déjà dit. Et je retiendrai le plein emploi promis à la jeunesse lors des pseudo-élections de 2017 s'inscrit aussi sur la liste des objets perdus. Rien ne fonctionne par la faute du PCT. Le pays est malade et M. Sassou le sait. Il souffre gravement. Croiser les bras et attendre que ça passe, ça fait 40 ans que nous attendons. Nous sommes désormais sur une pente glissante. Nous avons touché le fond. Prendre des initiatives tout azimuts pour satisfaire nos égos, cela n'a pas de sens. Soyons modestes pour redonner à ce pays que nous aimons, le Congo, ses lettres de noblesse d'antan. Oui, le Congo tout le monde était fier et nous étions appréciés de par tout le monde. Certains disent que ces peines perdues, Sassou n'en voudra pas. De toute façon, on sait tous que Sassou voudra son élection en 2021 et le passage de témoin sans doute à son fils. La question n'est donc pas qu'il accepte cette démarche. Si le peuple répond majoritairement en faveur de la tenue de la seconde conférence nationale, il en sera obligé. Pour cela, il faut convaincre, créer les conditions du rapport de force. Cela passe par la sensibilisation de l'opinion nationale et internationale sur le bien fondé de cette démarche pacifique, l'unité des forces de l'opposition, éviter le jeu de massacre auquel nous sommes habitués dans l'opposition, car c'est la fait le lit de Sassou et du PCT. Je prends un exemple. Quand une idée est portée par d'autres, nous sommes désintéressés ou souvent dépassés par notre ego. Exemple, parce qu'il faut que je le souligne aussi. Quand le groupe a été porté la lettre à l'ambassade le 20 juin, je dirais Sanelli, Ulrich, Gaston, Serge, Juste et ceux qui étaient là, oui, c'était un acte politique fort
Vous avez été courageux. Cet acte est tellement fort que je dirais aussi que c'est une démarche osée, parce qu'il fallait le faire. On peut dire tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, on est en train d'en parler. Il fallait bien qu'on soit là pour en parler tous, y compris ceux qui n'en voulaient pas de cette démarche. Certains d'entre nous disent aussi, j'entends au travers des réseaux, qu'il faut aller se battre sur le terrain de l'adversaire. C'est ce que vous avez fait. Saneli Ulrich, vous êtes allé sur le terrain de l'adversaire, à l'ambassade. Oui, c'est là que ça se passe. C'est là où le pouvoir a mis aussi quelques-uns de ses membres influents, une voix autorisée, M. Adada. Vous êtes allé dans la cour du pouvoir pour remettre ce courrier qu'il a sans doute déjà remis à M. Sassou. La question qui se pose, pas de conférence, on propose quoi? La guerre? Non. Les Congolais ont assez payé, ils n'en veulent plus. Saillir, s'abominer, c'est pour cela que le peuple doit se saisir de cette démarche. La diaspora doit en faire écho, parce que c'est une cause noble. J'en dirai un mot sur les élections présidentielles de 2021. Ce qui est certain, c'est que nous n'attendrons pas l'échéance des élections de 2021 pour changer l'avenir du Congo-Brazzaville. D'ailleurs, pendant que nous nous retrouvons ici pour penser à l'avenir du pays, je les appelle les jouisseurs inconditionnels, voleurs patentés des deniers publics, usurpateurs attitrés, imposteurs professionnels, célèbrent à grands frais triomphants l'emprise du régime sur le peuple. Ne nous laissons pas dérider par une énième arnaque en 2021. Nous connaissons la fin du film. Gardons en mémoire les élections présidentielles de 20 mars 2016. De toute façon, quel est le programme des autres candidats? Monsieur Sassou, il a le sien. Son programme, c'est l'ordonnance du FMI. Le reste ne sera que nouvelle arnaque. De toute façon, il n'en sortira pas. C'est ça le programme. Nous pensons à l'avenir du Congo. Eux pensent à l'avenir du régime. Nous n'avons certainement pas les mêmes valeurs. Je dirais que notre calendrier n'est pas celui de M. Sassou. D'ailleurs, depuis le 6 novembre 2015, date à laquelle M. Sassou a promulgué la nouvelle constitution du pays, issue du référendum controversé du 25 octobre, que le peuple congolais et l'opposition, dans sa grande majorité, ne reconnaît pas, disant qu'aujourd'hui, rien ne marche dans notre pays. C'est pour ça que la tenue de la seconde conférence nationale est nécessaire. Finalement, dialogue national inclusif, conférence nationale, deuxième conférence nationale, conférence internationale, et d'autres disent Mbongi national, c'est le même combat. Dans ces temps de crise acérés que connaît le Congo, nous avons besoin de nous asseoir ensemble, comme on dit, sous l'arbre à palabres. Toute forme d'échange constructif entre Congolais est vitale, je dirais, voire salutaire, pour que ce pays se relève. Pour terminer, je dirais qu'il y a une évidence que je veux vous partager. Aucun dictateur n'a gagné contre la volonté affirmée du peuple. La seule chose, il gagne simplement du temps. Que vive la seconde conférence nationale, que vive aussi le Mbongi national, dirait-on. Que Dieu bénisse le Congo. Merci. Un peu d'applaudissements pour Pierre pour cette intervention. Je pense qu'il a trouvé les mots justes pour parler justement, pour faire la promotion de la seconde conférence nationale souveraine. Et c'était important de le dire. On ne veut plus qu'il y ait de sang qui coule. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive, qu'on ait la capacité de mettre tout le monde autour de la table pour résoudre une bonne fois pour toutes le problème du Congo. Et je vais maintenant appeler un grand monsieur, monsieur Ulrich Tuta, le président du Nouveau Congo. À toi la parole, sur vos applaudissements s'il vous plaît. Je vais
d'abord rendre hommage en cette journée d'indépendance du Congo-Brazzaville. Je rends hommage aux résistants de la liberté, celles et ceux-là qui ont milité corps et âme, qui ont combattu pour que le Congo se sorte de cette emprise impérialiste. Chers invités, mesdames, messieurs, c'est avec plaisir que je constate que la mobilisation autour de ce grand meeting ait été entendue en ce jour du 15 août qui commémore l'indépendance de la République populaire du Congo, pendant que cette date pouvait être l'heure du bilan et symboliser la réorganisation de notre pays vers une voie libérale et démocratique. Le régime de Brazzaville s'apprête à nous pendre un bébé dit gouvernement de guerre, qui n'est autre que la réincarnation du précédent gouvernement médiocre de M. Clément Mwamba, qui n'a même pas réussi à solutionner ne fût-ce qu'une des affaires, comme, je cite, des bourses des étudiants, les crises des hôpitaux, je cite CHU de Brazzaville, l'hôpital Adolphe Assissé de Pointe-Noire, l'hôpital de Luandili et de Makelekele et j'en passe, les problèmes de fraude sur les appels d'offres publics et bien d'autres encore. Chers invités, le 28 juillet 1959, l'Assemblée nationale a ratifié les accords passés avec la République française par lesquels nous avons accédé cette nuit même à l'indépendance. L'abbé Fulbert Youlou déclarait ce qui suit. Vous allez manifester à juste titre votre allégresse, car il est bien vrai que nous vivons un jour faste. Et ce 15 août 1960 doit être consacré à la joie. Mais cette journée doit être aussi un moment de réflexion, car elle marque une étape essentielle de la vie de notre État. Chers invités, nous avons aujourd'hui l'occasion de faire le bilan, de réfléchir ensemble, que cette date puisque cette date nous le permet, car au lieu de l'allégresse, nous sommes tristes. Au lieu de vivre une journée faste, nous vivons une journée sombre. Sombre des pleurs des étudiants congolais boursiers, partout dans le monde, lesquels, pour obtenir 10% d'arriérés de bourse, doivent soit casser des infrastructures des établissements, soit dormir dehors devant l'ambassade, ou les ambassades, puisque c'est la même réaction partout dans le monde, où sont nos étudiants boursiers, au vu et au su du monde entier pour se faire entendre. Sombre des pleurs des travailleurs du secteur privé, qui ont vu leur patron mettre la clé sous paillasson, rejoignant ainsi la liste des chômeurs, déjà bien garnis. Sombre des morts dans des hôpitaux où il manque cruellement des médicaments et des structures adéquates. Sombre parce que le nombre des chômeurs des jeunes ne fait qu'augmenter, atteignant ainsi les 76% des travailleurs actifs ou des actifs. Sombre parce que des opposants politiques injustement condamnés comme Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa et bien d'autres croupissent encore dans les géoles de Brazzaville. Sombre parce que le prêt financier du FMI est une dette supplémentaire sur celle déjà engagée auprès d'autres prêteurs, comme la Chine dont le reliquat avoisine les 30% de la dette extérieure du pays. Chers invités, mesdames et messieurs, en ce jour anniversaire de l'indépendance du Congo, nous devons réagir et dire stop au massacre. Nous proposons la seconde conférence nationale pour le Congo-Brazzaville.
Pourquoi notre démarche d'exiger à M. Sassou Nguesso la convocation d'une conférence nationale? C'est parce qu'il nous est difficile aujourd'hui d'accepter de voir ce régime perdurer dans le temps. Ce régime qui est là par défaut aux commandes de notre pays, le Congo-Brazzaville. Pourquoi cette exigence? Parce que nous savons bien que, avec preuve à l'appui, le bilan de M. Sassou Nguesso est indéfendable. Il doit considérer les faits et prendre en compte l'intérêt général du pays, là où, et très souvent, les postes clés des directeurs régionaux dans l'administration et dans l'armée sont attribués aux personnes appartenant à une même ethnie et affiliées. D'accepter la proposition de convoquer une conférence nationale. Seules dispositions qui permettent de traiter en profondeur les maux et d'y apporter des solutions pour notre pays, le Congo-Brazzaville. Cette exigence s'explique en partie par deux causes conjoncturelles. Le manque de confiance du peuple, même s'il est plus vieux que la démocratie, cet manque de confiance, pense aux scandales. On pense aux scandales qui ont agité le Congo, dette et crise sociale, et surtout l'incapacité à changer la vie des Congolais et la difficulté à tenir les engagements fixés pendant les discours de politique générale de fin d'année. Pour le dire gentiment, la politique menée par le régime de Brazzaville ne correspond en rien à ce qui avait été dit ou à ce qui se dit dans les discours de fin d'année de M. Sassou Nguesso. S'ajoutent des causes structurelles. Tout d'abord, parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Le peuple a le sentiment que ce sont toujours les mêmes. Le rejet vaut pour ceux qui occupent l'affiche depuis longtemps, des ministres fantômes et irresponsables, des directeurs départementaux, régionaux, dans les institutions financières et administratives, de façade, tous irresponsables et voleurs, pénalisant ainsi le salut d'un peuple, mais aussi pour les générations qui suivent, qui sont vues, ces générations-là, comme des copies rajeunies du modèle dominant. Les partis souffrent aussi d'un discours politique gangréné par la langue de bois et usée, jusqu'à la corde. L'usure du PCT traditionnel, qui tourne complètement en vase clos et qui est de plus en plus déconnecté des réalités. L'exemple typique de Pierre Ngolo, secrétaire général de ce parti, qui en direct sur la télé nationale interpellait, je cite, « Nous ne pouvons pas perdre le pouvoir. Non, nous ne pouvons pas. Car nous savons tous ce que ça veut dire perdre le pouvoir. » Voilà, chers invités, la preuve tangible, en direct, du caractère barbare qui symbolise l'intérêt d'un clan au détriment de l'intérêt national. D'où le veto du peuple contre ces considérations criminelles. Nous demandons la tenue d'une seconde conférence nationale souveraine, ou dialogue inclusif, ou encore bien d'autres formulations qui tendent dans le même sens. Pour remettre la République à sa place, afin d'avoir une période transitoire et préparer des élections sereinement. Chers invités, messieurs et dames, le message de M. Sassou Nguesso d'hier, à l'occasion de la journée anniversaire de l'indépendance, et comme à ses habitudes, le peuple a été oublié. Le peuple n'est pas cité. Il n'est pas dans les plans de M. Sassou Nguesso. On nous parle de l'âge de la grande affirmation du plein d'épanouissement, de la maturité à l'échelle humaine dans un an, c'est-à-dire à l'an 60 ans de l'indépendance.
mensonge. Quand une jeunesse est matraquée et abandonnée, la situation des étudiants boursiers en témoigne. Par contre, on vante les permis Ngoki du pétrole au nord et des forums internationaux quand on sait que abriter un événement majeur nécessite de l'investissement. Ce choix stratégique est mauvais. Chers invités, cette journée indépendance doit non seulement nous interpeller, mais doit nous réunir pour qu'ensemble, nous puissions interpeller M. Sassou Nguesso de revenir aux bons sentiments et de convoquer cette grande messe citoyenne et salutaire. Nous ne souhaitons pas de guerre fratricide. Nous souhaitons la paix entre tous les peuples. Et cette paix passe par une rencontre nationale où vérité, mémoire et disposition seront les fers de lance de la refondation de la République. Nous avons fait la demande de la convocation de cette seconde conférence nationale auprès de M. Sassou Nguesso. Lettre déposée avec tampon de dépose, faisant foi chez M. Rodolphe Adada, alors ambassadeur. Voilà. Nous avons réussi à expliquer et avoir des synergies dans le fond et dans les pourparlers à venir avec des leaders d'opinion politique et de la société civile. Maintenant, que chacun prenne le flambeau, qu'il porte aussi cette revendication au niveau national qu'international. Que tous nous puissions faire de cette revendication une revendication de nous tous pour qu'un rapport de force se constitue, un rapport de force nécessaire pour que M. Sassou Nguesso nous entende enfin et qu'il considère que le temps ne joue plus à sa faveur et que le peuple réclame un état de droit, de paix et de justice. Je vous remercie.